Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 20 juin 2020 pour le 194e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport principalement axé sur la situation militaire avec l'augmentation des bombardements de l'armée ukrainienne contre les zones résidentielles de la RPD et de la RPL. Des bombardements qui ont malheureusement fait de nouvelles victimes parmi les civils des deux républiques, mais aussi le sabotage constant et désormais ouvert des accords de Minsk par Kiev. Sur le plan militaire, du 13 au 19 juin 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 21 reprises, donc on est à plus que la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 80 obus de mortier de 120 et 82 mm, là aussi en hausse, pour un total de 274 munitions, donc on est environ au triple de la semaine dernière. C'est quand même énorme. Il faut y rajouter les 4 violations du cessez-le-feu et les 33 munitions tirées, dont 30 obus de mortier de 120 et 82 mm, par les forces armées ukrainiennes contre la RPD durant les dernières 24 heures. Malheureusement, ces tirs ont fait des victimes. En RPD, on a eu 4 soldats tués, 1 blessé, plus 1 civil. En RPL, 1 civil est mort, 3 ont été blessés, je vais y revenir en détail. Une habitation a été endommagée à Kominternovo dans le sud de la RPD cette semaine, plus 6 à Alexandrovka hier. Côté ukrainien, les pertes hors combat de la semaine sont de 10 morts et 7 blessés, et les pertes au combat de 1 mort et 4 blessés, ça aussi je vais y revenir. Au niveau déploiement des armes lourdes, l'armée ukrainienne continue d'amener des pièces d'équipement interdites par les accords de Minsk, non seulement près de la ligne de front, mais les installe à proximité soit d'habitations, soit d'infrastructures civiles pour utiliser les habitants comme bouclier humain, tout simplement. Les services de renseignement de l'RPD ont ainsi détecté le déploiement de 66 pièces d'armement lourd cette semaine, donc on est en hausse là aussi, à savoir 5 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, 3 systèmes de défense antiaérien OSA, 9 systèmes de défense antiaérien Strela 10, 5 systèmes de défense antiaérien Zhushka, 3 systèmes de défense antiaérien Shilka, 2 véhicules de transport de troupes blindés type BTR, 31 véhicules de combat d'infanterie type BMP, une automitrailleuse type BRDM, un char d'assaut T-72 et 6 chars d'assaut T-64. Bien sûr, pour cacher tout ça aux yeux de l'OSCE, l'armée ukrainienne continue de brouiller les signaux de leurs drones. Je vais vous montrer la petite carte montrant donc les endroits où on a détecté ces brouillages. Et donc, puisque je vous parlais de ces bombardements des zones résidentielles, tout a eu lieu hier. Donc, toutes les victimes civiles ont eu lieu en une seule journée. Puisqu'hier, 19 juin, au matin, donc l'armée ukrainienne a d'abord bombardé la RPD, blessant un civil en périphérie de Gorlovka, puis ils ont tiré sur la RPL, où ils ont tué un civil, en ont blessé 3 autres, et c'est là qu'ils ont endommagé de nombreuses habitations et pièces d'infrastructures civiles vitales. Donc, pour ceux de nos auditeurs qui ont suivi régulièrement les sites REP, vous vous souvenez qu'on avait eu un calme relatif qui s'était instauré suite à la mise en état d'alerte maximum des milices populaires de la RPD et de la RPL fin mai. Mais il semble que l'armée ukrainienne reprenne ses mauvaises habitudes, à peine cet état d'alerte a-t-il été levé. Alors que l'Ukraine avait jusqu'au 19 pour préciser sa position officielle concernant les accords de Minsk après la déclaration d'un de ses représentants sur le fait que, soi-disant, ils n'étaient pas contraignants pour l'Ukraine. Je vais y revenir après dans la partie diplomatie. Faut croire que Kiev a décidé de répondre de manière militaire à la question pour ne laisser aucun doute ni aucune ambiguïté sur ce qu'elle pense du plan de paix. L'armée ukrainienne a ainsi ouvert le feu hier dès 4h30 du matin sur le village d'Alexandrovka en périphérie sud-ouest de Donetsk. Des tirs qui ont endommagé 6 habitations dans la rue Lénine, heureusement sans faire de victimes parmi les civils. Une ligne électrique a aussi été touchée par les tirs, privant 50 habitations de courant dans le village. Je vais vous montrer quelques-unes des photos qui ont été prises à Alexandrovka par la représentation de la RPD au sein du centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu qui montre les dégâts qui ont été infligés aux habitations. Et ensuite, ils ont poursuivi sur une autre portion du front, puisque de 5h à 6h du matin, en gros, l'armée ukrainienne s'est acharnée sur le village de la mine 6-7, qui est en périphérie de Gorlovka. Ils ont tiré 30 obus de mortier de 120 et 82 mm sur la localité. Ces tirs ont totalement détruit la station de pompage du canal Seversky Donetsk-Donbass qui est située à proximité du village. Et ils ont blessé un civil de 47 ans, Sergei Ketchoura. L'homme a été hospitalisé avec une fracture ouverte de l'humérus droit, donc
au bras, et de multiples blessures par éclat au torse et à la cuisse. La milice populaire de la RPD a répondu aux tirs de l'armée ukrainienne pour détruire la position depuis laquelle il menait les bombardements. Ce tir de réponse de la RPD a fait 1 mort et 2 blessés parmi les soldats ukrainiens de la 35e brigade des forces armées ukrainiennes et a détruit un mortier de 120 mm ainsi qu'un camion de munitions. Et malheureusement, il n'y a pas qu'en RPD que les civils payent de nouveau le prix fort de cette guerre qui n'en finit pas. Si la RPL n'a pas subi de tirs de l'armée ukrainienne avant-hier, cette dernière donc s'est rattrapée hier après-midi. À 15h20, l'armée ukrainienne a tiré 25 munitions de véhicules de combat d'infanterie sur le village de Berezovskoye en RPL. Ils ont blessé un civil, un homme de 38 ans qui a reçu de multiples blessures par éclat au cou et dans le haut du dos. Il a été emmené à l'hôpital central de Kirovsk où il a été soigné. Mais l'armée ukrainienne ne s'est pas arrêtée là, il semble que ça leur suffisait pas au niveau bilan humain. Et résultat, les soldats ukrainiens ont aussi ouvert le feu sur les villages de Zolotoye et de Golubovskoye. Si dans ce dernier les tirs ont seulement endommagé une habitation, ceux contre le village de Zolotoye ont fait 1 mort et 2 blessés parmi les civils. Celui qui est mort est un homme de 66 ans, il a reçu de multiples blessures par éclat qui étaient incompatibles avec la survie. Une femme de 61 ans a reçu une blessure par éclat au thorax et un homme de 80 ans a été blessé au thorax et à l'épaule gauche. Les blessés ont été emmenés à l'hôpital central de Pervomaïsk où ils ont été soignés. Ces tirs contre Zolotoye ont aussi endommagé 3 habitations donc en RPL. Donc face à un tel bilan, là aussi la milice populaire de la RPL comme celle de la RPD a répondu aux tirs de l'armée ukrainienne, détruisant un véhicule de combat d'infanterie et blessant 2 soldats de la 93e brigade des forces armées ukrainiennes. Je rappelle que la date de la parade de la victoire approche à grands pas, c'est le 24 juin, comme en Russie. Et là on voit que alors que cette date approche, l'armée ukrainienne a décidé de répandre à nouveau le sang des civils du Donbass en guise de réponse à la question du groupe de contact sur la volonté de l'Ukraine d'appliquer un jour ou pas les accords de Minsk. Je crois qu'il n'y a pas de réponse plus claire à cette question que celle sanglante que l'armée ukrainienne a fournie hier. Je pense que voilà, je pense que c'était la réponse de Kiev. Et alors pour comprendre pourquoi on en est arrivé là, vous vous souvenez que donc les 9 et 10 juin, on a eu droit à un véritable numéro de cirque lors de la réunion des groupes de contact au format vidéoconférence. Celle lors de laquelle l'Ukraine nous avait amené ses représentants bidons à la table des négociations. Et il y avait une partie de la réunion qui avait été reportée au 15 juin, puisque je rappelle, il y avait des points qui n'avaient pas pu être abordés, soi-disant pour question de problèmes techniques. Voilà, voilà. Et en fait, ça a été un sabotage, mais sur toute la ligne, et c'est même allé au-delà. Donc l'un des points qui devait être discuté lors de cette réunion du 15, c'était l'ouverture des couloirs humanitaires sur la ligne de front, puisque je le rappelle, à cause des mesures que nous avons prises pour endiguer l'épidémie de coronavirus, tant la RPD que la RPL ont totalement fermé leur point de passage sur la ligne de contact pour empêcher d'importer plus de cas de coronavirus en provenance d'Ukraine, où l'épidémie fait quand même toujours rage. Et c'est même de pire en pire, ils ont de plus en plus de nouveaux cas chaque jour. C'est-à-dire, c'est pas ils ont de nouveaux cas, c'est chaque jour, il y a plus de nouveaux cas que la veille. Donc, résultat des courses, nous, on maintient la fermeture des points de passage de la ligne de front. Mais malheureusement, il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont impérativement besoin de pouvoir se rendre en Ukraine et réciproquement de venir d'Ukraine ici. Et actuellement, elles ne peuvent passer qu'au compte-gouttes à cause des interrogatoires systématiques de la partie ukrainienne qui ralentissent un processus qui est déjà très compliqué. Donc il y a 1 mois et demi, les RPD et les RPL avaient préparé une liste de personnes qui doivent absolument franchir la ligne de contact. Le 9 juin, elles ont de nouveau envoyé cette liste et leurs propositions de procédure pour ouvrir ces couloirs humanitaires en vain. Et donc ça devait être rediscuté lors de la réunion du 15. Mais là, les représentants ukrainiens n'ont ni répondu à la proposition des 2 républiques, ni même formulé leurs propres propositions. La seule chose qu'ils ont proposé, ça a été d'organiser une réunion extraordinaire du groupe en charge des questions humanitaires pour discuter de la nature pratique de ce processus de couloir humanitaire. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune base pour
organiser une telle réunion extraordinaire. Il n'y a pas de proposition spécifique qui a été fournie par l'Ukraine. On ne sait même pas si cette réunion aura lieu. Et on ne voit pas pourquoi il y aurait besoin d'une réunion extraordinaire, alors que le 15 juin, ils n'ont déjà pas été foutus de discuter de cette question. Parce que si c'est pour faire une réunion extraordinaire, où ils vont encore tourner autour du pot en parlant de tout et de rien, sauf du sujet, ça sert à rien. Je veux dire, c'est vraiment n'importe quoi. Parce que là, par exemple, cette fois-ci, ils ont interrompu les discussions sur l'organisation de ces couloirs humanitaires, donc ils laissent des centaines de personnes souffrir de la situation, ils en ont rien à faire, et au lieu de discuter du point qui était prévu, les représentants ukrainiens ont insisté sur le rétablissement de la législation ukrainienne, sur le territoire de l'RPD et de l'RPL, et entre autres la législation en matière de taxes, donc ils veulent pouvoir lever de nouveau des taxes en RPD et RPL, et ils ont donc demandé de faire un inventaire des propriétés publiques et privées qui s'y trouvent. Voilà, ils ont aussi insisté pour que les opérateurs ukrainiens de communication mobile puissent opérer dans ces territoires, en soulignant que, soi-disant, c'était pour répondre aux besoins humanitaires. Bon, sauf que je rappelle que les besoins humanitaires des habitants du Donbass, Kiev s'en fout comme de sa première couche culotte. Quand Kyivstar puis Life ont cessé d'émettre en RPD et en RPL, ça n'a pas ému Kiev du tout. Pareil pour le fait que l'Ukraine se dit préoccupée par les problèmes d'approvisionnement en eau de la région de Lugansk. Sauf que je rappelle que c'est Kiev qui coupe régulièrement la flotte à la RPL. Et que pour rappel, le Alexei Reznikov, là, le vice-premier ministre ukrainien en charge de la réintégration des territoires temporairement occupés, a quand même déclaré publiquement qu'il était pour le fait de couper la flotte aux deux républiques populaires. Faudrait être cohérent à un moment dans ce que vous dites. Voilà. Et puis surtout, avant de parler de rétablir la législation ukrainienne en RPD et en RPL, il faudrait déjà que Kiev avance sur le volet politique des accords de Minsk. En discuter avant, ça rime à rien. C'est comme de discuter des élections avant d'avoir mis en place tout le paquet législatif qui doivent leur permettre d'avoir lieu. C'est mettre la charrue avant les bœufs et ça revient à me parler pour ne rien dire. Ce qui montre bien que d'ailleurs... la déclaration de l'administration de Zelensky n'est que d'enfumage médiatique et rien d'autre, quand ils prétendent qu'ils avancent sur les accords de Minsk, qu'ils font des propositions, que machin, que patin, que couffin, enfin je veux dire, c'est vraiment de la propagande totale. L'Ukraine essaie de faire croire qu'elle applique les accords de Minsk, alors qu'elle sabote totalement le processus de négociation. On le voit d'ailleurs dans la façon dont la réunion du 15 juin a été présentée par Kiev, où ils ont dit que voilà, la partie ukrainienne a de nouveau pris l'initiative d'une réunion extraordinaire du groupe de contact. Oui, mais si c'est pour rien raconter, si c'est pour parler de la pluie, du beau temps ou de trucs qui ont rien à voir avec le sujet, ben ça sert à rien. Il nous a fait encore un beau morceau de déni de réalité à la fin, en disant que, toujours dans le cadre de la réunion du groupe de contact, que la délégation ukrainienne a souligné une fois de plus que 3 parties ont été identifiées par les participants du groupe de contact trilatéral, à savoir l'Ukraine, la Russie et l'OSCE. C'est ce qui a été communiqué par le service de presse de Zelensky. Bon, sauf que... comme je l'ai dit, de une, il suffit pas de proposer d'organiser une réunion extraordinaire pour être réellement actif. Encore faut-il y faire quelque chose de concret. Si c'est pour ne rien dire ni ne rien proposer, comme là le 15, ça sert à rien. Et de deux, les participants du groupe de contact ne risquent pas d'avoir identifié que 3 parties, qui sont celles indiquées par l'Ukraine, puisqu'encore une fois, les représentants de l'RPD et de l'RPL étaient présents à la réunion, comme l'indique d'ailleurs leur compte rendu. L'Ukraine peut répéter 20 000 fois que ces délégations des deux républiques populaires ne sont pas là. Ça ne changera pas la réalité de leur présence et de leur participation active aux négociations, puisqu'elles font des propositions auquel Kiev ne répond pas. Non, mais là, on est arrivé à un niveau de déni de réalité, c'est stratosphérique. Là, l'Ukraine, on est arrivé à des moyens de plus en plus pathétiques pour essayer de sauver la face et de faire croire qu'elle est en guerre contre la Russie. Ça rime à quoi d'essayer de faire croire que les délégations de la RPD et de la RPL sont pas là, quand je rappelle que la signature des deux républiques sont en bas des accords de Minsk, de la formule Steinmeier, du protocole de création du conseil consultatif, etc., 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 etc. Voilà. C'est comme ces histoires-là de diplomatie offensive que nous a sorti le ministre ukrainien des Affaires étrangères à propos des négociations sur le Donbass,
où il a dit notre position de principe est désormais une diplomatie active, offensive, des idées, des initiatives et des propositions. C'est à notre avis la seule façon de créer une situation où la Russie sera finalement obligée d'être constructive parce qu'elle n'agit pas non plus de manière isolée et ses arguments selon lesquels l'Ukraine est peu constructive, ne cherche pas de règlement et viole les accords de Minsk semblent tout simplement absurdes, pas en soi, mais dans le contexte de notre façon d'agir. Tous nos partenaires le voient et admettent que nous sommes vraiment entreprenants, constructifs, que nous voulons chercher une solution. Et cela fait tomber l'argument de la Russie sur, en gros, la mauvaise Ukraine. Alors, comme exemple de diplomatie offensive, Kouleba a mentionné la tenue des négociations du groupe de contact par vidéoconférence sur fond d'épidémie de coronavirus, sauf que c'est pas une initiative ukrainienne. Ça a été juste rendu nécessaire à cause de l'épidémie. Je rappelle même que les premières réunions, Kouchma était pas là. Et que depuis que les groupes de discussion sont au format vidéoconférence, l'Ukraine refuse de fournir quoi que ce soit par écrit, ce qui fait que les négociations pataugent totalement. Et que le deuxième point qu'il a mentionné, qui est l'élargissement de la délégation ukrainienne donc à des membres du gouvernement et aux soi-disant représentants du Donbass qui ont quitté la région en 2014 et qui au choix soit ont pas dit un mot ou ont fait du hors-sujet total lors de la réunion de la semaine dernière. Vous appelez ça vraiment être constructif? Amener des mecs qui disent pas un mot ou qui disent de la merde. D'accord. D'accord. Kouleba a également déclaré qu'il était prêt à coopérer avec la Russie sous n'importe quelle forme pour la réunion des ministres des Affaires étrangères du format Normandie et s'est dit ouvert à la discussion avec son homologue russe Sergei Lavrov. Sauf que, comme j'ai dit, il suffit pas de gesticuler les bras pour être réellement actif parce que c'est ça que vous faites, c'est brasser du vent. Mais brasser du vent, ça veut pas dire que vous avancez dans la mise en œuvre des accords de Minsk. Voilà. Si vous avancez que des initiatives débiles, comme ces représentants bidons, là, censés tout régler alors qu'ils représentent personne à part Kiev, ou des propositions qui vont à l'encontre des accords de Minsk, comme le fait de parler de rétablir la législation et la taxation ukrainienne en RPD et en RPL, alors que le volet politique des accords de Minsk n'a toujours pas bougé d'un iota, mais vous faites pas avancer le schmilblick, donc vous n'êtes pas du tout constructif, ça s'appelle du sabotage. C'est que du vent que vous montez en épingle médiatiquement pour faire croire que vous êtes actif, alors qu'en fait vous sabotez totalement les accords de Minsk. Il suffit pas de dire qu'on fait pour faire réellement, voilà. D'ailleurs, la fin de la déclaration de Kouleba est claire comme de l'eau de roche, puisqu'il dit que l'Ukraine essaie en fait de forcer la main aux autres membres du format Normandie pour obtenir une nouvelle réunion inutile, pour faire croire qu'elle fait quelque chose. C'est en fait, ils font de la réunionnite aiguë. Moi, j'ai connu des managers comme ça, qui étaient fanats de faire des réunions sans arrêt, pour dire, mais regardez, on est actif, on fait des trucs, on se réunit, tu vois, mais en fait, tu parles pour ne rien dire, quoi, en fait. Ça sert à rien. Mais là, c'est pareil, réunionnite aiguë, et puis ils veulent surtout attirer la Russie dans les négociations pour pouvoir ensuite la blâmer pour l'échec des accords de Minsk, ça j'en ai déjà parlé. Et bon voilà, la réunion aiguë pour le plaisir de dire qu'on se réunit et le brassage de vent, ça mène à rien de concret comme on le voit depuis que Zelensky est président. Voilà, il peut passer son temps à faire de l'enfumage médiatique, prétendre que les accusations de la Russie concernant la non-application des accords de Minsk par l'Ukraine ne sont pas vraies. Les faits confirment les accusations de Moscou. En un an de présidence, Zelensky n'a pas avancé d'un pouce sur l'application des accords de Minsk. En dehors des échanges de prisonniers, tout le reste n'a pas avancé, pas même le cessez-le-feu. Pas même le respect du cessez-le-feu, même ça, vous n'êtes pas capable de le faire. L'Ukraine n'a pas mis en place le conseil consultatif dont elle avait pourtant signé le protocole de création, elle ne respecte pas le cessez-le-feu, elle dit ouvertement qu'elle n'appliquera pas les accords de Minsk tels qu'ils ont été écrits, elle n'a fourni aucune proposition pour la mise en œuvre du volet politique, l'intégration de la formule Steinmeier dans sa législation, elle refuse de négocier avec les RPD et les RPL et d'inscrire dans sa constitution le statut spécial du Donbass comme le prévoient les accords. Et puis là, l'ouverture de couloirs humanitaires, même ça, elle n'y arrive pas. Ça, c'est du concret, c'est du factuel, c'est pas de la propagande russe. Suffit pas de dire, on propose des réunions pour dire on est actif, regardez, on fait de la diplomatie offensive, faites du brassage de vent. Faites du brassage de vent, puis si les officiels ukrainiens tiennent absolument à brasser du vent, allez le faire dans un champ d'éoliennes. Là, au moins, vous serez utile à quelque chose. Puis ça nous éviterait de lire à longueur de journée dans les médias ukrainiens des déclarations lénifiantes sur les actions imaginaires de Kiev concernant les accords de Minsk et les négociations sur le Donbass. Parce que très sincèrement, moi, ça commence vraiment à me gaver de lire vos conneries. Je vous le dis, je vous trouve, mais plus drôle du tout. Voilà.
Et puis, donc en plus d'avoir saboté totalement la discussion concernant les couloirs humanitaires, il n'y a pas eu ça qui nous ont fait donc pendant la réunion des groupes de contact le 15 juin. Donc l'Ukraine non seulement a nié que les délégations de l'RPD et de l'RPL étaient là, mais ils ont même tenté d'évincer les deux républiques des négociations. Et ils nous ont sorti la truc du siècle, c'est que les accords de Minsk n'étaient que des recommandations non contraignantes. Oui, oui. Bon, je vais revenir en détail. En plus donc, de discuter des corridors humanitaires, l'un des autres points qui devait être discuté, c'était la coordination des règles de travail des groupes de contact, c'est-à-dire de mettre au point une procédure pour le travail des groupes de contact. Et c'est pendant ces discussions que l'Ukraine a tenté d'évincer les RPD et les RPL des négociations, dans la continuité de ces petits dénis récents de la présence de leur délégation au sein des groupes de contact. Et donc, c'est ce qu'a rapporté Natalia Nikonorova, la ministre des Affaires étrangères de la RPD. Donc, la partie ukrainienne a proposé pour examen une version des règles de fonctionnement des groupes de contact, dans laquelle les représentants des républiques ne sont pas du tout spécifiés comme partie au conflit ou participant aux négociations. Bon, elle a rappelé quand même que ça, c'était complètement contradictoire avec le processus de Minsk, qui vise quand même à établir un dialogue direct entre Kiev et le Donbass, qui sont les deux parties au conflit. Voilà. Non, faut arrêter d'essayer de faire croire que vous êtes en guerre contre la Russie et que vous négociez avec la Russie. Ça devient débile, complètement. Natalia Nikonorova a aussi rappelé donc, le protocole du groupe de contact qui avait été publié le 11 mars 2020, que je vous avais montré, portait les signatures de la délégation ukrainienne et des représentants de l'RPD et de l'RPL, comme les accords de Minsk 1, les accords de Minsk 2, la formule Steinmeier, etc., etc., etc. Donc, je veux dire, ça devient débile. Je veux dire, je vous dis, là, on est dans le déni de réalité le plus total. Ça, c'est grave. Quand vous en êtes à ce stade-là, normalement, c'est les petites pilules roses et la camisole de force. Je veux dire, normalement, si les psys ukrainiens faisaient leur boulot, je pense qu'il y a une bonne partie des officiels de Kiev qui devraient être dans un asile psychiatrique, parce que c'est pas possible. C'est vraiment, tenter de faire croire que vous êtes en guerre avec la Russie en essayant d'éliminer l'autre partie des négociations, ça devient n'importe quoi. Le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas d'accord sur les règles de fonctionnement des groupes de contact, le processus de négociation reste très difficile, puisque les accords conclus lors des réunions doivent être normalement consignés par écrit pour pouvoir suivre leur mise en œuvre. Or, sans règles définissant la façon dont les groupes de contact doivent fonctionner sur justement ce point-là, il n'y a pas de mise par écrit. Et donc, les négociations stagnent indéfiniment. Voilà. Mais l'Ukraine s'est pas arrêtée là. Avec eux, c'est toujours plus loin, toujours plus fort dans la connerie. Parce qu'en plus d'essayer d'effacer les deux républiques du Donbass du processus de négociation, alors là, asseyez-vous, parce qu'ils ont aussi essayé de faire croire que les accords de Minsk n'étaient en gros que des recommandations et pas un document contraignant sur le plan du droit international. Voilà, j'espère que vous étiez bien assis, parce que sinon, il y a des risques de tomber bas de sa chaise. Hallucinant. Donc ça aussi, ça a été rapporté par Natalia Nikonorova, qui a dit, je cite, « De plus, les représentants ukrainiens ont déclaré que le paquet de mesures approuvé par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, je le rappelle quand même, n'est prétendument pas un document contraignant. » C'est une déclaration extrêmement étrange au regard des 5 années au cours desquelles la communauté internationale tout entière a confirmé l'irremplaçabilité des accords de Minsk. Elle dit, c'est la première fois que nous entendons de telles déclarations de la part des représentants de Kiev lors d'une réunion du groupe de contact. À cet égard, les autorités ukrainiennes doivent décider. Soit elles considèrent réellement le paquet de mesures comme un ensemble de recommandations, au même titre que les résolutions de la PCE et de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, et elles doivent ensuite déclarer ouvertement leur retrait du processus de Minsk, soit elles commencent enfin à remplir toutes leurs obligations en toute bonne foi. Si Kiev choisit finalement la deuxième option, nous rappelons une fois encore que les points du paquet de mesures doivent être mis en œuvre sans exception, et exactement dans le même ordre et la même interrelation que ce qui est fixé dans cet acte juridique international. Entre autres, tous ces points devraient être coordonnés non pas avec certaines personnes trouvées à Kiev et gérées par le SBU, mais avec des représentants directs des républiques dont les signatures dans un certain nombre de documents du paquet de Minsk jouxtent les signatures des représentants officiels de l'Ukraine et des médiateurs de la Fédération de Russie et de l'OSCE.
Bon, l'RPD n'a pas été la seule à commenter cette déclaration extrêmement choquante des représentants ukrainiens. Le représentant russe Boris Gryzlov l'a fait aussi. Donc il a dit que le 11 juin, la délégation ukrainienne dirigée par Andrei Yermak, qui est donc le chef de cabinet de Zelensky, lors d'une réunion avec Dmitry Kozak, qui est lui le chef adjoint de l'administration de Vladimir Poutine, et d'autres représentants de la Russie, a donné l'assurance que l'Ukraine veillerait à la participation constructive de ses représentants et qu'elle suivrait strictement le paquet de mesures, y compris le dialogue avec les représentants de la région du Donbass. Avant cela, les dirigeants ukrainiens, y compris les déclarations du président ukrainien au sommet de Paris du format Normandie, ont toujours confirmé que le paquet de mesures est sans alternative et obligatoire, tant pour l'Ukraine que pour le Donbass. C'est ce qu'a déclaré Boris Gryzlov. Il a dit toutefois aujourd'hui, Alexandre Mereshko, chef adjoint de la délégation ukrainienne au sein du groupe de contact, a déclaré que le paquet de mesures est de nature consultative et n'impose aucune obligation à l'Ukraine. C'est la première fois qu'une telle déclaration est faite dans le processus de négociation. La question se pose, sur base de quoi Kiev travaille-t-elle depuis 5 ans ? De nouvelles personnes sont arrivées qui ont commencé à déclarer le caractère consultatif des accords de Minsk et à nier la base juridique des accords et donc à effacer le travail de leurs prédécesseurs. En substance, il s'agit d'une nouvelle tentative de détruire le processus de négociation. Si c'est vraiment la position officielle de Kiev, c'est un moyen direct de geler le conflit. Donc, comme on peut le voir, derrière l'écran de fumée médiatique de l'Ukraine qui essaie de faire croire qu'elle est active dans les négociations, les déclarations des officiels ukrainiens montrent clairement qu'en réalité, Kiev essaye de jeter les accords de Minsk aux orties. C'est tout. Je rappellerai tant aux officiels ukrainiens qu'à la France et à l'Allemagne, qui sont les garants des accords de Minsk, ces derniers ont été validés par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est pas un paquet de recommandations, c'est un plan de paix validé par les Nations Unies et la communauté internationale. Si l'Ukraine ne veut pas les appliquer, qu'elle le dise ouvertement, et qu'elle cesse ce numéro déplorable d'hypocrisie médiatique qu'elle joue depuis que Zelensky est président, mais qu'elle en assume aussi les conséquences. Parce que là, ça commence à bien faire. C'est suite à ça que l'Ukraine avait donc jusqu'au 19 juin pour clarifier sa position sur les accords de Minsk. Et bon, on a vu ce que ça a donné. J'ai deux pendant ce temps-là à Kiev. Deux pendant ce temps-là. Le premier, c'est l'article d'un pseudo-analyste ukrainien qui est originaire de Donetsk. Celui-là, c'est vraiment une honte pour nous. Qui a sorti que grâce au coronavirus et à la récession qui s'ensuit, et à l'aide humanitaire que l'Ukraine et l'Occident ont soi-disant fourni à l'RPD et l'RPL pendant l'épidémie, Kiev sera en position de force pour négocier avec la Russie sur le Donbass et obtenir la fin de la guerre. Accrochez-vous bien, parce que c'est du lourd. C'est du lourd. Je vous mettrai le lien dans le sommaire, pour ceux qui ont envie qui lisent l'anglais couramment, ou si vous pouvez le passer dans le Google Translate, vous allez rigoler 5 minutes. Je vais vous résumer en gros l'article, mais vous pourrez aller lire tout le détail, vous allez voir c'est très très drôle. Alors déjà il commence très fort, puisqu'il prétend qu'en Russie les cas ne cessent d'augmenter, que l'augmentation est toujours dans un pic, alors qu'en Ukraine, soi-disant, ça se stabilise. Alors je vais vous montrer les graphiques des nouveaux cas par jour en Ukraine, donc courbe des nouveaux cas par jour. D'accord. La version aussi des nouveaux cas lissés sur 7 jours, toujours en Ukraine. Voilà. Donc, comme on peut le voir, le nombre de nouveaux cas est en augmentation constante. Chaque jour, ils ont 2,5% de nouveaux cas en plus que la veille. Chaque jour, ils battent de nouveaux records de nouveaux cas. Voilà. Et puis là, je vais vous montrer les courbes russes. Voilà. Donc, ça, c'est la courbe des nouveaux cas par jour en Russie. Et celle des nouveaux cas lissés sur 7 jours, où on voit clairement que ça se stabilise. Voilà. Et en sachant que la Russie teste énormément, comparé à l'Ukraine. Donc en fait, le gars, il est en train il a complètement interverti, c'est-à-dire il met sur le dos de la Russie la situation ukrainienne. Ok. Le gars sort aussi qu'on a fait pire qu'eux en RPD, en RPL, sauf que c'est pas vrai, je veux dire, on s'en sort pas trop mal. Donc encore une fois, c'est du grand délire, on n'arrête pas. Mais il s'arrête pas là, notre analyste. Je mets des gros guillemets à analyste. Parce qu'il poursuit que la Russie est en récession économique importante, à cause du coronavirus, et que donc elle peut moins nous soutenir. Et que donc il reste que nos retraités qui constituent la majorité de la population, soi-disant pour soutenir l'économie locale. Oui, vous avez le droit de rigoler. Les retraités représentent environ un gros quart de la population. Alors, si ça c'est la majorité,
Je pense que cet analyste avec des guillemets devrait retourner en cours de mathématiques. Ah, la majorité c'est au-dessus de 50%, hein, monsieur. Voilà, voilà, voilà. Non, là ça devient complètement folklore. Et alors, là où ça part mais totalement en sucette, c'est quand il annonce, je cite, « Tenez-vous bien », que ces facteurs d'incitation ont conduit les autorités locales à accepter discrètement l'aide de la Croix-Rouge internationale. En avril, l'aide humanitaire a été transportée par avion de la partie de l'Ukraine contrôlée par le gouvernement vers les territoires non contrôlés. Au début, je m'étais arrêtée dans ce morceau-là de la phrase, et j'étais là en train de me dire, et en fait, dans quel aéroport vous l'avez fait atterrir? Celui complètement détruit de Donetsk ou celui complètement détruit de Lugansk? Je sais plus quoi dire. Non. Bon, après, j'ai lu que le transport ultérieur vers Donetsk étant assuré par la Croix-Rouge. Donc ça veut dire que tu sais pas écrire. Voilà. Parce que l'aide humanitaire n'a pas été transportée par avion de la partie de l'Ukraine contrôlée par le gouvernement vers les territoires non contrôlés. Elle a été transportée par camion. Vous l'avez fait transiter par avion jusqu'en Ukraine, et après par camion jusqu'à l'RPD, l'RPL. Donc tu racontes de la merde, déjà pour commencer. Et après il a continué, bien entendu, les autorités locales de l'RPL et de l'RPD ne pouvaient pas révéler aux habitants qu'ils avaient reçu de l'aide des autorités ukrainiennes, ce qui allait à l'encontre des efforts de propagande de la Russie. Bon, on va reprendre tes trucs, car il s'appelle Vitali. Je vais te tutoyer. Hein. Alors mon pauvre Vitali, tu racontes vraiment de la merde de A jusque Z. On a reçu de l'aide en avril, mais l'aide qu'on a reçue et sur laquelle l'RPD s'est pas du tout tue, au contraire, elle a communiqué dessus. Je l'ai même mis dans mon article du 2 avril. Hein, c'est vérifiable. Vous pouvez aller voir sur le site de Donbass Insider. Vous regardez l'article que j'ai publié le 2 avril, j'en parle. C'est l'aide de l'OMS. Je pense que tout simplement la Croix-Rouge s'est chargée du transport. Hein, parce que bon... il fallait une organisation internationale neutre qui est apte, qui est accréditée pour travailler des deux côtés de la ligne de front pour pouvoir charrier le cargo d'un côté vers l'autre de la ligne de contact. Voilà. Mais c'est pas parce que c'est la Croix-Rouge qui s'est occupée du transport et que les avions ont volé en Ukraine et que les camions roulaient sur des routes ukrainiennes que c'est devenu par magie de l'aide ukrainienne. Depuis quand l'OMS c'est l'Ukraine? Non, il faudra que vous m'expliquiez un petit truc là quand même. Là c'est déjà bien débile. Hein. Déjà là on est quand même bien gratiné. Hein, je veux dire, depuis le début de la guerre, Kiev n'a pas envoyé un gramme d'aide humanitaire en RPD, en RPL. Je veux dire, je vois pas pourquoi ça aurait changé avec l'épidémie de coronavirus, alors que l'Ukraine est dans la merde jusqu'au cou avec le Covid-19, qu'elle manque elle-même de matériel médical, qu'en avril, l'Ukraine a reçu des tests de Chine et de Corée du Sud, hein, ainsi que des masques, du désinfectant et des respirateurs. C'est pas notre ex-ministre de la Santé qui, sur Twitter, a interpellé Elon Musk, qui proposait des respirateurs gratuits, hein, c'est la Miss Souproune. C'est l'ex-ministre ukrainienne de la Santé qui était en train de chialer en mode « On n'a plus de respirateurs en Ukraine, on en a absolument besoin, s'il vous plaît, donnez-les-nous » Sérieusement. Et vous êtes là en train de la jouer oui, nous avons donné de l'aide humanitaire à la RPD, à la RPL. Vous avez rien donné du tout. Les camions ont juste roulé sur vos routes. Et c'est même pas des trucs de la Croix-Rouge, c'est des trucs de l'OMS. Et on s'est même pas caché, on en a parlé. D'accord ? Et puis il n'y a pas que l'OMS qui nous a aidés, hein, contrairement à ce que tu racontes, Vitali. Hein, la Russie aussi nous a aidés, récession ou pas. Je rappelle qu'elle nous a fourni des tests, du matériel de protection pour les médecins, etc. Donc ça n'a pas empêché la Russie du tout de nous aider, du tout. Puisqu'on parle de récession, hein, je te rappelle que pendant que l'Ukraine a vendu ses terres agricoles pour un pauvre prêt minable de 5 milliards du FMI, hein, pendant que votre président est en train d'écrire des articles pour mendier 3 miettes auprès de l'Occident, la Russie, elle a 570 milliards de dollars de réserves de change. Voilà, je vous laisse... Voilà, l'Ukraine qui se prostitue pour 5 milliards, la Russie qui a 570 milliards de dollars de réserves. Voilà, je vous laisse calculer quel pays est le plus dans la merde, hein, je pense que vous êtes assez intelligent pour le faire tout seul. Hein. Je rappelle aussi que les prédictions de récession pour l'Ukraine à cause du coronavirus sont quand même de 7,7% de baisse du PIB pour 2020, alors que pour la Russie on est aux environs de 5%. Hein, voilà. Alors, il est parti aussi dans un délire
ce pauvre garçon, sur le fait que suite donc à cette aide reçue par la RPD et RPL, on aurait cessé de critiquer l'Occident et son système de santé. Alors le gars, je sais pas ce qu'il fume, mais il faut qu'il arrête. Parce qu'on n'en a jamais rien eu à foutre de l'état du système de santé en Occident. On a ces trucs à gérer, tu vois, on a une guerre, des bombardements, des civils qui se font tuer, qui se font blesser, votre sabotage des accords de Minsk, enfin, on a assez à faire, tu vois, je veux dire, on n'a pas trop le temps de s'occuper de l'état du système de santé en France, en Espagne ou en Allemagne, tu vois, je veux dire, j'ai jamais vu des déclarations de nos officiels là-dessus, je veux dire, ils s'en foutent. Voilà. Et donc sa conclusion suite à tout cette cacha, ce fatras complètement délirant, c'est que grâce à tous ces machins imaginaires, que soi-disant le sentiment anti-KEF et anti-occidental en RPD en RPL a diminué et que donc faut en profiter. Alors, je signale qu'entre les RPD et les RPL, on est actuellement à peu près à 200 000 personnes qui ont obtenu le passeport russe. 200 000, oui. Et que ça va continuer. Et puis, en vu les derniers bombardements là, qui ont fait des morts et des blessés parmi les civils des deux républiques, mon pauvre gars, si tu crois que le sentiment anti-KEF a diminué ici, faut que t'arrêtes de sniffer de la rognure de sabot de licorne. Non, parce que là, faut vivre en pleine féerie pour sortir des trucs comme ça. Non. Vous êtes en position de force de que dalle, vous êtes dans la merde, vous êtes en train de mendier des miettes au FMI, vous avez votre président qui pond des articles en mode « S'il vous plaît, vous pouvez nous en donner encore un peu ?» Voilà, auprès de l'Occident, pendant que Vladimir Poutine, lui, fait des articles pour remettre l'église au centre du village concernant l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. On n'est pas dans le même registre. Et alors, le deuxième pendant ce temps-là à Kiev, il est encore plus what the fuck que le premier. Donc, accrochez-vous bien. Asseyez-vous, puis protégez votre siège ou votre divan, parce que je pense que là, vous allez ruiner le truc sur lequel vous êtes assis. Parce que je vais vous montrer une petite vidéo. D'une conférence de presse qui a eu lieu sur le poste frontière de Chegini, qui est situé donc dans la région de Lvov, à la frontière avec la Pologne, le 15 juin. Donc là, on a un commandant du service de contrôle des frontières ukrainiennes qui est en train de faire sa conférence de presse sur les files d'attente à la frontière, etc. Et là, il y a un caméraman qui a remarqué qu'il se passait quelque chose en arrière-plan. Je vous laisse regarder, on se retrouve après. Oui, vous avez bien vu. Il y a des gens qui sont en train de grimper par-dessus la barrière. Voilà, donc pendant que le commandant est en train de faire son speech, il y en a qui étaient en train de passer la frontière en douce. Voilà, non, mais voilà, bon, tout le monde était focalisé là-dessus, il y a un caméraman qui l'a vu. Bon, il paraît que les deux ont été attrapés et qu'ils se sont pris une amende pour franchissement illégal de la frontière. Mais bon, je pense que ça montre bien l'état de l'Ukraine actuellement. Voilà, c'est pendant qu'il y en a qui font des grands discours devant les caméras, ils voient pas la merde qui se passe derrière, quoi. Tu vois, je veux dire, enfin, là, c'est n'importe quoi, ça fait rigoler tout le monde. Là, non, ça a fait un scandale en Ukraine, hein, bon... Mais ça montre bien la situation en Ukraine, quoi. Donc, c'est pour ça que l'autre, là, qui me parle d'être en position de force pour négocier avec la Russie concernant le Donbass après l'épidémie de coronavirus. Non, ferme-la. Mais à tout jamais, je te jure, ça vaut mieux. Tais-toi, parce que... Voilà. Donc, voilà la situation. Donc, je suis quand même pas très optimiste. Là, je pense que... avec la date de la parade de la victoire qui approche, on risque de voir des provocations côté ukrainien.
c'est le cas assez fréquemment. Donc on risque d'avoir de nouvelles victimes parmi les civils, de nouvelles destructions. J'espère que non. J'espère que les réponses que les milices populaires ont apportées à ces tirs vont calmer un petit peu l'armée ukrainienne. Mais bon, je suis quand même pas très optimiste pour la suite quand je vois la quantité importante d'armes lourdes que l'Ukraine continue d'amener sur la ligne de front. Donc voilà, situation à suivre. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation. Et comme d'habitude, j'irai filmer la parade de la victoire. Donc il y aura une vidéo la semaine qui vient à ce sujet. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation.